Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Les jeux d'acteurs. Jérôme Barbarou. La dimension pluraliste de la démarche d'évaluation des politiques, de la théorie à la pratique dans la région Rhône-Alpes. Il est désormais reconnu que parmi les collectivités territoriales de premier rang, les régions ont des pratiques d'évaluation relativement bien développées. Les contrats de plan État-région et le travail en partenariat sur des projets européens y sont bien entendu pour beaucoup. Mais si les pratiques d'évaluation sont développées dans les régions, elles ne sont sûrement pas ni homogènes, ni structurées de la même manière. En région Rhône-Alpes, la pratique de l'évaluation est non seulement institutionnalisée, depuis un certain temps d'ailleurs, mais elle est désormais depuis juillet 2005 intégrée dans un cadre plus large de pilotage de l'action publique. Si les élus régionaux sont au cœur du volet stratégique de ce pilotage, les acteurs impliqués sont nombreux. L'ambition de ce texte est d'examiner comment ces acteurs sont mobilisés, quels sont leurs rôles respectifs et comment leurs relations se sont complexifiées. Quelques repères sur l'institutionnalisation de l'évaluation en Rhône-Alpes. L'évaluation des politiques est une pratique bien ancrée dans la vie du Conseil régional Rhône-Alpes. C'est en effet dès 1992, suite à une mission d'expertise, que le premier dispositif d'évaluation des politiques a été institutionnalisé. Ce dispositif, réajusté à la marge en 1995 et 1999, a permis la conduite d'une vingtaine d'évaluations jusqu'en 2005. Durant la même période, 11 évaluations étaient conduites en partenariat avec l'État dans le cadre des contrats de plan État-région, avec un dispositif s'inspirant du dispositif régional. Une pratique de l'évaluation centrée sur la sphère politique. Ce dispositif régional d'évaluation présente la particularité, encore rare aujourd'hui dans les collectivités territoriales, d'être explicitement et transversalement, le dispositif d'évaluation s'applique à toutes les politiques régionales, délibérées par l'Assemblée politique. Cette caractéristique confère à la pratique de l'évaluation en Rhône-Alpes une réelle légitimité politique et non une simple validité administrative. Loin de suffire à elle seule à garantir l'utilité de l'évaluation, cette légitimité est néanmoins fondamentale car elle renforce la vocation première de l'évaluation. Dans le dispositif rhône-alpin, l'Assemblée politique qui décide des politiques à conduire a également créé les conditions de l'appréciation de la valeur de ces politiques. Autrement dit, le jugement évaluatif est prononcé dans un cadre défini par les décideurs politiques eux-mêmes. En ce sens, les évaluations ainsi conduites devraient tout naturellement s'imposer à l'Assemblée régionale. La réalité est bien entendu probablement plus nuancée, mais cette explicite légitimité politique de l'évaluation constitue indéniablement un facteur favorable à son rôle dans l'amélioration des politiques. La genèse de l'actuelle démarche d'évaluation. Conscient de l'intérêt de l'évaluation des politiques, Jean-Jacques Kéran, président du Conseil régional, a souhaité améliorer le dispositif existant. Il a confié début 2005 cette mission à Henri Jacquot, conseiller régional. Sans développer l'important travail de diagnostic, de consultation, d'information et d'analyse qu'il a conduit, Henri Jacquot a souhaité inscrire la pratique de l'évaluation dans le cadre plus large de pilotage des politiques régionales. En effet, le constat a été tiré des évaluations précédemment conduites que la connaissance de la description précise et continue des réalisations régionales, et dans la mesure du possible de leurs premiers effets, est une condition sine qua non de la production d'évaluations de qualité. Dès lors, un dispositif d'évaluation pertinent devait nécessairement s'enrichir en amont d'une explicitation des politiques conduites et de la systématisation de la mesure en continu des réalisations, et dans certains cas des premiers effets de l'action régionale. C'est donc en définitive une nouvelle démarche généralisée d'évaluation des politiques régionales, plutôt qu'une simple actualisation du précédent dispositif, qui a été adopté en juillet 2005 par l'Assemblée régionale, délibération numéro 5-12-600, comme le représente le schéma ci-après. Cette démarche généralisée d'évaluation est structurée par 3 phases principales. L'analyse des politiques,
qui doit se traduire par l'explicitation de la théorie d'action et la cartographie des acteurs de toute politique nouvellement adoptée. Cette théorie d'action, décrivant et structurant les réalisations et effets attendus, diagramme logique d'impact et la cartographie des acteurs, sociogrammes, sont présentés à la commission thématique concernée. Le suivi de l'exécution des politiques, qui décrit en continu les réalisations de l'action régionale, dans une logique de construction de bilans de réalisation intégrés au rapport d'activité, de tels bilans doivent permettre un ajustement des politiques concernées, ou tout au moins de leur mise en œuvre. Pour les politiques identifiées comme étant prioritaires, il s'agit également de suivre les premiers effets issus de l'action régionale. L'évaluation des politiques, qui distingue les évaluations portant sur des effets à court terme de celles qui portent sur les effets à long terme. Les premières doivent permettre une simple adaptation des politiques, les secondes ayant vocation à justifier des réorientations plus fondamentales concernant des politiques plus complexes. C'est ce troisième point, l'évaluation des politiques à proprement parler, que nous développerons dans les parties suivantes, en mettant en exergue le caractère pluraliste de la démarche régionale et de son application au quotidien. La pratique rhône-alpine de l'évaluation des politiques au crible de la méthode Vivray, de construction des désaccords. Patrick Vivray est bien connu dans le monde de l'évaluation, pour être l'auteur d'un rapport fondateur sur l'évaluation. Mais il est sans doute encore plus connu pour ses ouvrages plus récents Reconsidérer la richesse, et Pourquoi ça ne va pas plus mal. Ces deux derniers ouvrages ont notamment en commun la description de la méthode « Construisons nos désaccords » que prône Patrick Vivray pour faire de la diversité des positions et des mouvements civiques sociaux qui les expriment une force plutôt qu'une faiblesse. Même si ce n'est pas à l'origine un choix délibéré, la pratique rhône-alpine de construction des évaluations peut tout à fait être considérée comme une application de cette méthode d'organisation du débat politique, dont les trois étapes successives sont réduire l'opacité, construire les désaccords, les traiter. Réduire l'opacité. Il s'agit de s'assurer que tous les protagonistes du débat, intervenants porteurs de thèses ou de propositions différentes mais plus encore, l'Assemblée démocratique qui va jouer un rôle actif, dispose des éléments d'information et de compréhension suffisants pour éviter des malentendus ou des incompréhensions qui créent d'emblée de l'opacité dans le débat. La construction d'une commande d'évaluation en région Rhône-Alpes passe en pratique par la constitution d'éléments de cadrage synthétiques, quelques pages au plus. La partie factuelle de ces éléments de cadrage est composée de trois parties. La théorie d'action de la politique ou du dispositif concerné. Cette logique d'action est reconstituée à partir des textes fondateurs de la politique et d'entretien avec les principaux acteurs de sa mise en œuvre. La cartographie des acteurs. Un sociogramme précise les rôles des différents intervenants dans la mise en œuvre de la politique, décideurs, opérateurs et bénéficiaires. Les repères historiques et financiers. Au-delà des quelques dates retraçant l'évolution de la politique concernée, des informations précisent dans leurs grandes lignes les montants financiers concernés sur la période considérée. Ces éléments sont présentés à différentes instances. La commission thématique concernée du Conseil régional, regroupant les élus de toutes les tendances, un ou plusieurs représentants du Conseil économique et social régional, et le comité de suivi de la démarche d'évaluation, instance bipartite composée à parité d'élus régionaux, un par groupe politique et d'experts en évaluation. Le but de cette présentation est de permettre à ces différents acteurs, malgré la diversité des intérêts qu'ils représentent, de disposer d'une culture commune minimale sur la politique concernée. Nous sommes bien là dans la logique de réduction de l'opacité prônée par Patrick Vivray. Construire les désaccords. Il s'agit de dégager la pépite du désaccord de la gangue du malentendu et du procès d'intention, P. Vivray. Le ou les désaccords sont en effet de vrais atouts dans l'enrichissement du débat. Cette phase très interactive suppose que l'on se mette d'accord sur les objets de désaccord. Les éléments de cadrage préparatoires aux commandes d'évaluation en région Rhône-Alpes ne se limitent pas aux trois parties factuelles évoquées au point précédent. Ils incluent en effet également des propositions d'axes de questionnement sur lesquels pourraient se construire les questions évaluatives. Ces axes de questionnement sont choisis par l'exécutif, qui les soumet à l'avis des différentes instances évoquées précédemment,
commission thématique, conseil économique et social régional, comité de suivi de la démarche d'évaluation. Généralement, ces axes de questionnement sont enrichis d'éléments d'appréciation, c'est-à-dire d'aspects qu'il faudra prendre en compte lorsque seront traités les axes de questionnement correspondants. De même que les axes de questionnement ne constituent qu'une préfiguration des questions évaluatives, les éléments d'appréciation ne sont pas à proprement parler des critères de réponse aux questions évaluatives. Il s'agit en effet à ce stade de recueillir les points de vue des différents intérêts représentés sur les objets de désaccord, pertinence de tel ou tel axe de questionnement, mais aussi sur la manière d'aborder les problèmes identifiés, identification d'éléments d'appréciation. Une synthèse des attentes exprimées pendant cette phase de consultation permettra ensuite de rédiger, sous la responsabilité de l'exécutif, des questions évaluatives déclinées en critères. Ces questions et critères constituent le cœur du mandat d'évaluation qui sera proposé au vote de l'Assemblée régionale. En somme, construire les désaccords dans la démarche rhône-alpine d'évaluation, c'est se mettre d'accord sur les questions qui doivent être posées et sur les éléments à prendre en compte pour y répondre. Les traiter. Les désaccords étant construits et formulés clairement, il s'agit de voir s'ils peuvent être soit dépassés, soit enrichis. Dans la démarche régionale, le vote du mandat par l'Assemblée délibérante traduit la nature explicitement politique, qui n'empêche pas des étapes de consultation, du questionnement évaluatif. En revanche, c'est la recherche délibérée d'impartialité, sinon d'objectivité, qui guide la construction des réponses aux questions évaluatives, c'est-à-dire le traitement des désaccords formalisés dans l'étape précédente de questionnement. Dans cette perspective, les dispositions suivantes s'appliquent à la conduite des études d'évaluation. Les études d'évaluation sont systématiquement externalisées après mise en concurrence. Le pilotage des évaluations est confié à un groupe ad hoc, représentatif de la diversité des acteurs de la politique concernée. Les élus régionaux n'y sont présents qu'à raison d'un élu par groupe politique. Ce groupe ad hoc est présidé par une personne sélectionnée en raison de sa connaissance du champ évalué et de son indépendance à l'égard de la politique concernée. Le comité de suivi de la démarche d'évaluation émet un avis sur les rapports d'évaluation produits. Une fois l'évaluation conduite, c'est-à-dire lorsqu'un rapport traitant des désaccords a été écrit, l'étape qui suit est la restitution de la réflexion produite. La démarche rhône-alpine d'évaluation des politiques prévoit que les rapports d'évaluation sont présentés au Conseil économique et social régional, au comité de suivi de la démarche d'évaluation et à la commission thématique des lieux régionaux concernés. Ces instances ont été consultées en amont sur la construction du questionnement évaluatif. Elles bénéficient donc légitimement d'un retour sur les suites données à leur contribution. Cependant, ces instances n'ont pas de rôle décisionnel, et il ne saurait être question de contraindre l'exécutif régional à faire évoluer les politiques sur la base des conclusions des évaluations. C'est pourquoi le principe d'un débat annuel de l'Assemblée plénière du Conseil régional sur la démarche d'évaluation a été institué. C'est à cette occasion que l'exécutif devra rendre compte de l'usage qu'il compte faire, ou ne pas faire, des évaluations conduites. C'est là une incitation non pas à valoriser les évaluations, mais au moins à justifier leur non-utilisation. Les jeux d'acteurs, de la théorie à la mise en œuvre. La préparation et la conduite d'évaluation, telles qu'elles sont institutionnalisées dans la démarche d'évaluation des politiques rhône-alpines, ont un certain caractère pluraliste, au moins dans leur construction. Ces jeux d'acteurs sont assez divers, et peuvent présenter une certaine complexité. Les élus. Les élus régionaux ont bien entendu un rôle fondamental dans la démarche rhône-alpine d'évaluation. Mais cette catégorie d'acteurs présente en son sein même une grande diversité. On peut ainsi distinguer en premier lieu les élus de l'exécutif, qui ont un rôle fondamental puisqu'ils ont la responsabilité politique de l'action régionale. En matière d'évaluation, c'est l'exécutif qui définit le planning des évaluations à conduire et qui assume la rédaction du mandat d'évaluation qu'il soumet à l'Assemblée régionale. Cependant, le rôle de ces élus est beaucoup plus en retrait lors de la phase de conduite des évaluations. La délibération relative à l'évaluation n'impose pas la présence de l'exécutif dans les groupes ad hoc pilotant les évaluations.
Cela est de nature à favoriser l'indépendance de la conduite de l'évaluation, et c'est plutôt sur ces conclusions que l'exécutif pourra réagir s'il le juge pertinent. En revanche, lors du débat annuel de l'Assemblée plénière consacré à l'évaluation, l'exécutif pourrait avoir à rendre compte de l'usage qu'il a fait des évaluations dont il est lui-même à l'origine. L'Assemblée régionale, en tant qu'assemblée délibérante, vote les mandats d'évaluation, et doit se réunir annuellement pour débattre de la démarche d'évaluation, examiner les évaluations achevées lors de l'année écoulée, et entendre les suites qui ont été données aux évaluations passées. Sur ce dernier point, c'est avec l'exécutif que se tiendra ce débat de nature politique et non lié à un vote. Les groupes politiques bénéficient chacun d'un représentant dans le groupe ad hoc, pilote d'une évaluation. Il faut souligner là la recherche de pluralisme. La présence des élus dans ce groupe ad hoc n'est ni majoritaire ni proportionnelle. Il s'agit bien de la présence d'un élu représentant chaque groupe politique, répartition qui maximise la diversité des points de vue et donc favorable au principe de pluralité. Les commissions thématiques sont pour leur part consultées en amont du vote des mandats d'évaluation. Elles peuvent émettre des remarques et propositions sur les éléments de cadrage proposés par l'exécutif, axes de questionnement évaluatif et éléments d'appréciation en particulier. Le prestataire restitue les conclusions de l'évaluation devant les commissions thématiques concernées. Les élus composant ces commissions n'étant pas nécessairement experts de l'évaluation, il arrive que leurs attentes relatives à une évaluation ne puissent pas trouver de réponse dans l'évaluation elle-même. Par exemple, il est arrivé aux élus de ces commissions de vouloir évaluer une politique au regard d'objectifs qui n'étaient pas les siens. Les membres du collège des élus du comité de suivi de la démarche d'évaluation, un représentant par groupe politique, confèrent à ce sujet la remarque formulée ci-dessus à propos des groupes politiques, suivent globalement la démarche d'évaluation. Ils peuvent s'exprimer sur les éléments de cadrage de l'évaluation. Ils sont associés à la sélection du prestataire en participant à une mini-commission d'appel d'offres, et ce comité émet un avis sur les rapports d'évaluation. Le président du comité de suivi de la démarche d'évaluation, au-delà de l'animation de ce comité, joue le double rôle fondamental de médiateur et de gardien du temple, garantissant la bonne mise en œuvre de la démarche. Son statut, il est nommé par le président du conseil régional, mais n'est pas membre de l'exécutif, lui confère en effet l'autorité morale et la distance nécessaires au dénouement de certaines situations potentiellement conflictuelles. Un tel relais politique actif et efficace est fondamental dans une démarche qui ne peut se passer de validation politique. L'administration seule n'a pas ni la capacité ni la légitimité à jouer ce rôle essentiel. Enfin, c'est sous l'autorité de son président que sera rédigé le rapport annuel du comité de suivi de la démarche d'évaluation, rapport qui sera remis à l'exécutif en vue de préparer le débat annuel de l'Assemblée régionale consacré à la démarche d'évaluation. L'administration régionale. L'administration régionale intervient à deux titres. Tout d'abord, les directions opérationnelles, en charge des politiques évaluées, sont bien entendu associées à toutes les étapes de l'évaluation. Définition de la commande, sélection du prestataire, conduite de l'évaluation, restitution. En effet, ce sont ces directions qui ont la connaissance la plus précise des politiques conduites et des réalisations régionales. Ce sont également elles qui seront force de proposition pour transcrire, sur demande de l'exécutif, les conclusions et recommandations de l'évaluation en évolution des politiques concernées. D'autre part, la direction de la prospective, de l'évaluation et de la relation aux citoyens, DPERC, assure la mise en œuvre opérationnelle de la démarche à toutes ses étapes. Son rattachement à la Direction générale des services lui confère une certaine neutralité par rapport aux directions en charge des politiques régionales, hiérarchiquement dépendantes d'un directeur général adjoint. Elle joue le rôle d'expert en matière d'évaluation, complémentaire au rôle d'expert thématique des directions opérationnelles. Les experts. Les prestataires retenus par la région pour conduire les évaluations présentent le plus souvent une double expertise, qui répond à la double expertise de l'administration évoquée précédemment. Expertise en matière d'évaluation d'une part, expertise dans la thématique de la politique concernée d'autre part. C'est la mobilisation de cette double compétence qui,
en interaction avec un groupe ad hoc pluraliste, permet la construction d'une évaluation rigoureuse qui prenne en compte de manière satisfaisante les différents points de vue légitimes sur la politique concernée. Les membres du collège des experts du comité de suivi de la démarche d'évaluation veillent pour leur part au respect des principes méthodologiques nécessaires à la qualité de la démarche généralisée d'évaluation. Sa composition largement extra-rhône-alpine, voire internationale, ainsi que la présence d'universitaires, permet de bénéficier d'apports enrichissants, qu'il faut néanmoins pouvoir transposer à la réalité de terrain régional. Il faut également souligner que le niveau d'expertise en matière d'évaluation est également une caractéristique de la direction de la prospective, de l'évaluation et de la relation aux citoyens, direction qui est par ailleurs soumise à des contraintes d'opérationnalité en raison de sa responsabilité dans la mise en œuvre de la démarche d'évaluation. Les acteurs socio-professionnels. Le Conseil économique et social régional est une assemblée de membres issus du monde syndical, associatif, des entreprises, etc. Il est représentatif de la diversité socio-professionnelle du territoire et constitue en quelque sorte une assemblée pluraliste institutionnalisée. À ce titre, il est associé aux différentes étapes de la démarche d'évaluation. Un ou plusieurs de ses membres est consulté sur les éléments de cadrage de l'évaluation, et 2 de ses membres sont intégrés dans les groupes ad hoc pilotant l'évaluation. Généralement, une restitution de chaque évaluation est organisée devant la commission concernée de cette assemblée. Enfin, le Conseil économique et social régional est chargé de rédiger annuellement un rapport donnant notamment un avis sur les évaluations conduites. Ce rapport doit être transmis à l'exécutif en vue de préparer le débat annuel de l'Assemblée d'élus régionaux, consacré à la démarche d'évaluation. Pour garantir une représentation pluraliste de l'instance pilotant l'évaluation, les représentants dans le groupe ad hoc des acteurs de la politique évaluée constituent au moins la moitié de ses effectifs. La sélection de ces membres du groupe ad hoc ne va pas sans poser de problème. Elle s'appuie sur la connaissance de terrain des directions opérationnelles et s'efforce d'être équilibrée territorialement, mais aussi entre décideurs, opérateurs et bénéficiaires. Une difficulté récurrente concerne l'implication de bénéficiaires, notamment indirects, qui connaissent peu les dispositifs évalués et le contexte institutionnel de leur mise en œuvre. Ce groupe présente la particularité d'être animé par un président du groupe ad hoc, choisi en fonction de 2 critères parfois difficiles à concilier. Il doit d'une part connaître le champ évalué et d'autre part être indépendant au regard de la politique concernée. Le profil idéal est bien souvent un jeune retraité du domaine concerné. Cette indépendance au regard de l'action régionale est un élément de nature à renforcer l'indépendance de la phase de déroulement de l'évaluation. La personne retenue pour occuper cette fonction est nommée président du groupe ad hoc par le président du conseil régional, sur proposition du président du comité de suivi de la démarche d'évaluation. Le vice-président en charge de la politique évaluée n'est pas impliqué dans ce processus, ce qui n'empêche pas qu'il puisse être consulté sur ce choix. Les médias. La délibération régionale instaurant une démarche généralisée d'évaluation des politiques n'évoque pas directement la médiatisation des évaluations. En revanche, elle affirme la nécessité de favoriser une diffusion des produits issus de la démarche d'évaluation auprès du grand public sous une forme adaptée. En pratique, les cahiers des charges d'évaluation de la région Rhône-Alpes prévoient, au-delà de la livraison d'un rapport complet d'évaluation, la production d'une synthèse de 10 pages maximum et d'une autre de 2 pages maximum. Ces documents sont demandés dans la perspective de développer une forme de médiatisation des évaluations. Mais ces synthèses d'évaluation seraient-elles relayées par la presse? Et de quelle manière? Les citoyens. Le citoyen est toujours le destinataire final des politiques publiques, même s'il n'en est pas le bénéficiaire comptable. Il peut de plus être électeur et contribuable, ce qui fait de lui aussi, en quelque sorte, le commanditaire et le financeur de ces politiques. De ce fait, il est parfaitement légitime pour émettre un point de vue relatif aux évaluations. Ces considérations élargissent sans la remettre en cause la notion de stakeholders, selon laquelle l'instance de pilotage peut utilement inclure les acteurs qui sont partie prenante de la politique concernée, confère.
Guide Mins, volume 1, page 205 et suivant. C'est en définitive la question de la relation entre évaluation et démocratie participative qui est posée. Mais à quel niveau associer les citoyens? Avec quelles ambitions et selon quelles modalités? Ne sachant répondre à ces questions, la région Rhône-Alpes a laissé aux intéressés eux-mêmes le soin de le faire. C'est là tout le sens de l'expérimentation citoyenne, conduite par la région lors des 7e Journées françaises de l'évaluation. Il s'est agi de sélectionner 30 citoyens rhône-alpins, ayant à un moment ou à un autre manifesté leur intérêt pour l'action publique en général, et l'action régionale en particulier. Ces citoyens ont assisté à une session d'information-sensibilisation à l'évaluation des politiques, puis ont été invités par la région à participer à l'ensemble des 7e Journées françaises de l'évaluation. Différents temps lors de ce colloque leur ont permis d'échanger entre eux leurs remarques et impressions, et 2 de leurs représentants ont fait valoir le point de vue de leur groupe lors de la table ronde finale, aux côtés de professionnels de l'évaluation. Enfin, la semaine suivante, 2 séances de débriefing à froid ont été organisées afin d'enrichir ce partage d'expériences. Un avis de ce groupe de citoyens a été produit, puis validé par 29 des 30 citoyens participant à l'expérimentation. Il pourra permettre à la région de proposer des pistes d'évolution de sa démarche d'évaluation, pour mieux associer le citoyen. Mais cet avis a aussi pour vocation d'enrichir le débat de la communauté de l'évaluation, sur la place du citoyen et des pratiques de démocratie participative dans les procédures d'évaluation. Résumé. La démarche généralisée d'évaluation des politiques de la région Rhône-Alpes, délibérée en juillet 2005, développe sans le dénaturer le dispositif précédent d'évaluation, centré sur le rôle prépondérant de la sphère politique. En pratique, la définition et la conduite d'évaluation dans ce cadre peuvent être rapprochées des 3 étapes de la méthode de construction des désaccords préconisée par Patrick Vivray. Réduire l'opacité, construire les désaccords, les traiter. Enfin, un panorama des acteurs impliqués concrètement dans ces évaluations permet de montrer non seulement la diversité des catégories d'acteurs concernés, mais aussi la diversité des acteurs et de leur jeu au sein même d'une catégorie d'acteurs. Marie Tsangatabi, Dominique Verdon. L'élu, le manager et l'usager. Nouveau triptyque de l'évaluation, l'expérience d'une régie communautaire de l'eau. Si depuis une quinzaine d'années déjà, la notion de performance fait office de nouveau leitmotiv dans le monde des services publics marchands, le thème de l'évaluation de l'action publique locale comme mode de questionnement est une préoccupation plus récente, en particulier dans le champ des services publics d'eau. Notre article se penche sur l'expérience naissante d'une démarche d'évaluation au sein d'une régie communautaire de l'eau, conduite dans le cadre d'un partenariat de recherche-action. Comment se construit le questionnement évaluatif dans le service public étudié? Quels éléments y contribuent et quels enjeux y sont associés? Quelles sont les finalités mises en avant? Tout en étant un témoignage autour des conditions et de la dynamique des facteurs qui conduisent à l'émergence de cette nouvelle démarche, nous examinons l'idée de l'évaluation retenue dans un contexte marqué par une conception techniciste et purement matérielle du service. En recourant aux présupposés et attendus de l'action suggérée par la dynamique relationnelle du triptyque élu-manager-usager, l'approche à l'œuvre se révèle particulièrement propice pour interroger, creuser et renouveler la vision attachée au modèle d'action publique de la régie de l'eau. De même, nous démontrons en quoi la mobilisation de ce triptyque enrichit le questionnement évaluatif à la fois du point de vue de l'action du service public étudié et de celui de la recherche. Un contexte particulier. Le fonctionnement de la régie communautaire de l'eau à Nantes présente un intérêt particulier lorsqu'on considère le contexte dans lequel la question de l'évaluation émerge. Le modèle d'action publique à l'œuvre, la citadelle technique. D'un point de vue administratif et territorial, l'échelon communal est le territoire d'exercice de la compétence eau potable soumis à des normes de santé publique et d'environnement fortement encadrées par l'État. Les modes de gestion relèvent de règles très spécifiques sur le plan réglementaire, allant de la régie directe à la concession privée en passant par l'affermage. Les modes de coopération intercommunale se superposent et constituent une strate supplémentaire dans l'organisation des services publics d'eau.
En termes d'organisation et de mode de gestion, le service public d'eau potable de Nantes Métropole est représentatif depuis peu d'un contexte de mixité de gestion affirmant un mode de management public et un mode de management privé de mission de service public marchand. Historiquement, la forme régie de la gestion du service remonte à plus d'un siècle, 1895, et c'est en 2001 que la mixité de gestion s'impose après l'élargissement du territoire de desserte, passage de 4 à 24 communes. Le maître d'ouvrage, Nantes Métropole, a créé sa propre structure gestionnaire, la Régie communautaire de l'eau à qui il a confié la responsabilité de l'exploitation du service d'eau, mais à qui il a aussi transféré sa fonction de maîtrise d'ouvrage. La régie intégrée à la communauté urbaine dessert 65% des abonnés du nouveau territoire, les 35% restants étant desservis par des opérateurs privés. Nantes Métropole a fait un atout de la mixité des modes de gestion fondés sur l'unicité de prix et de service à l'usager, et l'émulation entre opérateurs, publics et privés. Sur le plan technique, ce modèle d'action publique relève d'un idéal type où la maîtrise de l'approvisionnement et de purification de l'eau fournie aux usagers demeure l'éternel défi. Le mythe de l'eau exempt de tout risque sanitaire est dans le cas de Nantes Métropole, toujours aussi vivace qu'il ne l'était au début du XXe siècle. À cette contrainte s'ajoutent des modalités de fonctionnement propres à la catégorie des réseaux techniques purs. Le réseau technique joue une fonction d'intermédiation qui met le service dans une situation de relation homme-machine plutôt que dans une relation servicielle interpersonnelle. Ce modèle managérial renvoie ainsi à un univers spécifique, celui d'une citadelle technique, avec à la base une organisation et une culture technicienne, des métiers spécifiques, hydrauliciens, chimistes, électromécaniciens, fontainiers. De cet univers professionnalisé et spécialisé, découle une vision très normée et sécuritaire de la performance à réaliser. Il s'agit avant tout de maintenir un certain standing de service public où la potabilité est un fait acquis, et où désormais le confort caractérise la desserte urbaine, permanence de service, niveau de pression, qualité organoleptique exceptionnelle. D'un point de vue économique et juridique, le principe du nécessaire financement du service d'eau par ses ressources propres le définit comme service public à caractère industriel et commercial. Ce mode de fonctionnement marchand qui s'inscrit dans un univers de monopole local, légitime le point de vue technique à l'œuvre sur le plan fonctionnel et structurel. Les routines budgétaires et économiques s'auto-entretiennent selon une logique qui tire sa force d'un usager captif, et des contraintes techniques et réglementaires visant pour des raisons évidentes de santé publique, le zéro risque sanitaire. Ce modèle d'action publique qui relève d'une logique de l'offre propre au service public en réseau a fonctionné à Nantes sans remise en cause de la part de l'usager, et a produit un service en régie efficace, maîtrisé d'un point de vue technique. L'émergence de l'idée de l'évaluation au sein de la citadelle technique. L'idée de l'évaluation de l'action publique locale comme mode de questionnement et principe d'analyse à Nantes est le fruit d'un cheminement et d'une maturation des esprits dont le déroulement chronologique peut être reconstruit ainsi. 1995. Dans un contexte national agité par une hausse sans précédent du prix de l'eau, rapport Guélec, 1995, le premier contrat d'objectif de la Régie de l'eau est défini en concertation entre l'acteur politique et la régie municipale. Cette démarche de contrat d'objectif obéit avant tout à un principe de sécurité économique, face à une augmentation du prix de l'eau résultant de l'obligation de mise aux normes européennes des équipements d'épuration, qui va se traduire par des investissements lourds, 76 millions d'euros, entre 1995 à 1998 et le relèvement significatif du montant des redevances des agences de l'eau, effet de la loi sur l'eau de 1992. Pour les élus, ces nouveaux éléments annoncent un cycle inflationniste des tarifs, aussi l'anticipation des effets de tels phénomènes s'imposait-elle. D'un point de vue formel, le contrat d'objectif introduit un lien managérial nouveau et dynamique dans une relation auparavant hiérarchique entre les élus et la régie. Le contrat d'objectif se fonde sur une stratégie d'action pluriannuelle. 1995 correspond également au début de la démarche qualité au sein de la régie, et à l'introduction d'une notion nouvelle à mi-chemin entre citoyens, clients et usagers pour qualifier l'abonné du service public d'eau. Le principal effet sera d'imposer des mesures de niveau de service,
par le biais d'indicateurs de performance. Il s'agira d'une démarche empirique d'évaluation du management du système interne, la citadelle technique, qui aboutira à la certification ISO en novembre 2001, mais qui ne développe pas sur le plan conceptuel de principes d'évaluation de l'action publique. C'est durant cette période que sont institués les rapports d'activité des services d'eau et d'assainissement, après l'instauration par la loi ATR de 1992 des commissions consultatives d'usagers dans le secteur de l'eau. 2001. L'élargissement du territoire d'action et la mixité des modes de gestion confèrent de fait une nouvelle envergure et une nouvelle donne à l'action publique mise en œuvre. Le système d'action se complexifie du fait de l'introduction d'une nouvelle catégorie d'acteurs, opérateurs privés, et pose de nouvelles exigences en termes de gouvernance. En effet, la présence d'opérateurs à statut privé met en évidence des enjeux qui ne ressortent plus seulement de la rationalité technique inhérente au métier de l'eau, mais davantage de la capacité à définir la stratégie visée eu égard au service public. La fonction organisatrice est l'élément qu'il convient dès lors d'évaluer. La notion d'autorité organisatrice émerge pour désigner le rôle et le statut de l'élu et prend alors une ampleur qu'elle n'avait pas jusque-là. Le questionnement évaluatif et la mobilisation du triptyque élu-manager-usager. La mobilisation du triptyque élu-manager-usager, dans le système d'action de la Régie communautaire de l'eau de Nantes Métropole, fait émerger de nouvelles questions évaluatives au-delà du consensus sur la mesure de la performance du service. Le triptyque élu-manager-usager. La nouvelle configuration du système d'action met en présence trois types d'acteurs dans un schéma relationnel triangulaire où l'élu, acteur politique du système, se positionne au sommet du triangle, tandis que l'usager et le gestionnaire du service, public ou privé, se situent à chacune des extrémités de la base de ce triangle. Le rôle et le statut de chaque acteur au sein du système d'action sont définis de la manière suivante. L'opérateur est dans un rôle de production et de prestataire de service. Il doit justifier de son action d'un point de vue technique et commercial et respecter l'ensemble des critères de service définis vis-à-vis de l'usager. Il doit rendre compte des résultats en termes d'efficacité et d'efficience, reporting, à l'acteur politique, autorité organisatrice. L'usager est considéré comme partie prenante de l'action, stakeholder. Il n'est donc pas réduit à son statut officiel de client hérité de la démarche qualité, mais il est aussi évaluateur et sanctionneur. Il est destinataire réglementairement du bilan d'activité, des résultats d'analyse d'eau. Il est celui qui paye et doit donc être convaincu de payer le juste prix. Il est par ailleurs citoyen et à ce titre concerné par le contenu du service public et ses modalités de fonctionnement. L'élu est l'autorité publique légitime, l'acteur stratège qui conçoit le contenu et le niveau des missions de service public d'eau en concertation avec les autres acteurs du système, et celui qui décide. Il s'inscrit aussi dans le rôle de représentant du citoyen et de garant de l'intérêt général. Ainsi, il doit rendre compte de son action, accountability, à l'usager et être capable d'en apprécier la pertinence sur la base d'informations dédiées. La notion d'autorité organisatrice désormais de rigueur au sein de la Régie de l'eau, tout en désignant cette fonction de tutelle aux multiples facettes de l'acteur politique, en pose les exigences. Ainsi décrit, ce triptyque relève d'un idéal type. Dans son mode de fonctionnement actuel, aucune des relations 2 à 2 du système d'action n'est en soi satisfaisante. En particulier, le lien citoyen-usager-autorité organisatrice censé être régulé par les commissions consultatives d'usagers, les rapports réglementaires ou par les échéances électorales restent à concevoir, à consolider et à animer. La prise de décision au sein de ce système d'action repose en grande partie sur de l'expertise technique détenue par l'opérateur public, la direction de l'eau en l'occurrence. Sur le principe, cette expertise du manager concerne l'ensemble des fonctions de la maîtrise d'ouvrage. Pour l'autorité organisatrice, l'enjeu nouveau relève de sa capacité à orienter son action sur la base de critères élargis à ceux révélés par le questionnement évaluatif. Il s'agit pour l'élu décideur d'exercer une forme de libre arbitre fondée sur une expertise technique dont il n'est pas détenteur, mais qui doit lui rester soumise. L'un des acquis de la Régie communautaire de l'eau de Nantes Métropole tient à l'existence d'un consensus sur la nécessité de mesurer la performance du service. Pour autant,
Si la mesure d'activité est intégrée au pilotage de l'action, elle découle d'une grille de lecture technocratique de la performance. La mise en perspective de la mesure avec des objectifs plus globaux reste à faire, et c'est à cet égard en particulier que la mobilisation du triptyque élu-manager-usager est intéressante dans la mesure où elle fait émerger de nouvelles questions dont l'essence n'est plus fondamentalement d'ordre technique. Les nouveaux objets d'évaluation révélés par le triptyque élu-manager-usager. La mobilisation du triptyque élu-manager-usager dans le questionnement évaluatif du service public étudié fait émerger de nouvelles questions dans 3 dimensions. A. La dimension sociopolitique. Quelle conception a l'élu de l'action publique et quel est le rôle de l'usager dans le système d'action? Quelle dynamique du lien autorité organisatrice-usager? À l'intérieur du triptyque, les relations d'un acteur donné par rapport à un autre sont d'emblée à double sens. Aussi, s'interroger sur le rôle de l'acteur politique conduit inévitablement à questionner le rôle de l'usager, et par cascade celui de l'acteur gestionnaire dont l'influence sur l'acteur politique n'est pas neutre. Or, le secteur de l'eau est marqué par un déficit d'intérêt et d'implication de l'acteur usager à la gestion des affaires publiques locales et parallèlement par l'absence d'animation du lien élu-usager. Comment donc formuler la question de la relation et du lien entre le politique et le bénéficiaire du service public d'eau? Comment se positionne l'usager dans ce système d'acteurs par rapport au problème de l'évaluation, celui de la prise de décision publique et du mode de gouvernance sous-jacent? L'une des bases de légitimation de l'action publique, en particulier face à des objets à rationalité technique dominante en contexte de gestion municipale, réside dans la capacité du politique à se porter garant de l'intérêt collectif et de l'intention de gestion démocratique sous-jacente. Aussi, un tel questionnement n'est pas neutre, puisqu'il interroge la conception de l'action publique à l'œuvre émanant du sommet du triangle, le sens que l'autorité organisatrice veut donner au service public dont il a la charge. Cette relation induit des objectifs et des modalités de l'action publique différents de ceux qui relèvent du lien existant entre le gestionnaire, public ou privé, et l'usager. Certaines questions telles celles se référant à l'intérêt général, au territoire, à l'équité, ou aux attendus d'une gestion démocratique ne peuvent être appréhendées et résolues dans le cadre de la seule dimension technico-marchande attachée à la relation usager-manager. Un travail de recherche-action visant à concevoir et à organiser la participation de l'usager dans le système d'action de la Régie de l'eau a ainsi été programmé. B. Le rôle de l'expertise. Le questionnement sur l'objectivation des finalités du service, le statut de l'expertise technique et les connaissances à développer en interne pour asseoir l'aide à la décision. Sur quoi fonder la relation élu-manager? Si le principe de contrat d'objectif est établi entre l'autorité organisatrice et le manager, celui-ci a servi d'abord à valider un niveau de prix de l'eau politiquement acceptable. Or, la prise de recul vécue en interne incite à reconsidérer le jeu d'acteurs et ses effets. Pour l'élu, il s'agit de mieux se positionner dans le système d'action en affirmant ses responsabilités politiques qui ne peuvent s'apprécier qu'à l'aune d'objectifs explicites intégrant les nouveaux enjeux révélés. La mixité de gestion impose quant à elle, de disposer de critères objectifs pour permettre un contrôle efficace et comparer les performances des 2 modèles de gestion. Pour ce faire, une reprise du contrat d'objectifs explicitant les finalités du service public et de ses missions, et intégrant une idée de l'intérêt général définie localement par l'ensemble des acteurs du système, devient nécessaire et a été inscrite à l'ordre des nouvelles priorités. Parallèlement, le rôle du manager et notamment de la direction de l'eau, dans sa relation à l'autorité organisatrice est questionné. Quoique sa posture d'expert technique auprès de l'élu lui confère un avantage, c'est également lui qui joue le rôle d'entrepreneur politique du mouvement de modernisation, démarré en 1995 à la Régie, remettant par là même en cause le statut acquis de l'expertise technique au sein du système d'action. La question des connaissances utiles et nécessaires à la prise de décision publique, prenant en compte la dimension du global dans l'action publique, a clairement été posée. Le repérage des indicateurs clés de l'action publique de desserte en eau permettant de garantir un processus décisionnel fondé sur des éléments objectifs, fait partie des productions attendues du programme de recherche-action engagé. C'est la dimension économique du système d'action.
Quelle modalité de régulation économique du lien technico-marchand usager-manager? Le débat récurrent sur le prix de l'eau et porté sur la scène publique n'a cessé d'alimenter la critique sur la gestion contemporaine de l'eau. La gestion de ce bien public devenu or bleu, pour lequel l'idéologie de la marchandisation se voudrait la norme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.